bonjour à tous. Je vous remercie d'être venus pour cette conférence sur l'écologie qu'on a nommée pour une écologie patriote, puisqu'on l'intègre dans le programme du Front National. On vous expliquera ça comment. Je me présente, Philippe Murer, je travaille au cabinet de Marine. Je suis économiste à la base et ma deuxième passion c'est l'écologie. Vous allez comprendre qu'on essaye au collectif écologie, je suis président du collectif écologie, dont Éric Richard-Mose est le secrétaire. Excusez-moi, voilà, j'ai beaucoup mieux. Et on va essayer de vous montrer comment on marie aussi l'économie et l'écologie de notre côté. Je vous présente notre première intervenante, Sylvie Godine, grande représentante du Front National pour l'écologie, puisqu'elle est députée européenne à la Commission environnement. Donc c'est là où se débattent les dossiers sur l'environnement avant qu'ils soient votés par l'ensemble des députés. Là, on essaie de les amender. Donc elle a une très bonne connaissance de tous les processus européens et elle va nous parler donc des problèmes des abeilles, des néonicotinoïdes, peut-être en élargissant aux pesticides, des problèmes dans l'Union européenne qu'on a sur l'environnement. Ensuite, Éric Richard-Mose interviendra, donc le secrétaire général du collectif écologique qu'il a fondé avec moi, c'est un des deux fondateurs, donc il y a 2 ans à peu près de cela, en décembre 2014. Et il nous parlera de l'obsolescence programmée, donc des appareils qui tombent en panne trop vite et qui posent des problèmes de durabilité et donc d'écologie forcément. Ensuite, André Possoko, donc qui est économiste, qui travaille au CAPECO habituellement et qui là a voulu nous présenter un travail sur l'économie, l'énergie et des propositions sur l'énergie. Donc au-delà de la défense vitale de notre environnement, l'écologie patriote est une façon équitable de protéger nos entreprises et nos emplois. En effet, l'écologie patriote ne ferme pas par principe le marché aux entreprises étrangères. Elle exige seulement que celles-ci aient les mêmes standards et les mêmes normes de production qu'ici. Or, aujourd'hui, l'Europe refuse ce choix au nom de la concurrence libre et non faussée. Je vais passer maintenant, après l'environnement, à la santé publique. Et je vais vous parler des perturbateurs endocriniens. C'est un grand sujet qui nous a animés de nombreux mois au Parlement européen. Alors les perturbateurs endocriniens sont invisibles, mais ils sont partout. Il s'agit de molécules chimiques que l'on retrouve dans les cosmétiques, les emballages, les jouets et qui perturbent notre système hormonal. On commence aujourd'hui à mesurer les effets délétères sur notre santé. On voit le diabète, l'obésité, l'infertilité, la perte de quotient intellectuel et aussi les malformations génitales. Donc le débat sur les perturbateurs endocriniens ont fait rage à Bruxelles puisque aujourd'hui, après 10 ans, la Commission européenne vient de donner une définition de ces produits chimiques. Sans définition, on ne peut pas réglementer. Or aujourd'hui, personne n'est d'accord sur cette définition. Donc si nous retrouvions notre souveraineté, nous pourrions réglementer ces produits dont on sait qu'ils ont des effets néfastes sur notre santé. Et la France, je dirais, a pris à cette occasion a interdit le bisphénol A, que vous connaissiez, qui était dans les biberons, et elle l'a fait, mais la contrepartie, c'est qu'elle ne peut pas refuser l'importation des produits qui contiennent du bisphénol A. Donc nous, on l'interdit, mais on ne peut pas interdire l'importation de ce produit, ce qui est quand même hallucinant. D'autres exemples, les médicaments vétérinaires. Un règlement européen autorise les animaux de viande à être traités par des non-vétérinaires. Alors je vous rassure, ce n'est pas le cas en France, mais c'est le cas en Angleterre. Donc imaginez qu'on autorise demain des non-médecins à vous soigner, que diriez-vous? Donc il s'agit là encore non seulement d'une concurrence déloyale pour les agriculteurs, mais aussi un risque de santé publique et de sécurité alimentaire. Autre bombe à retardement, le Gardasil. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce vaccin préventif contre le développement du cancer de l'utérus que l'on donne bien souvent aux jeunes filles.
et qui a bénéficié d'une poursuite d'autorisation de mise sur le marché européen et fait l'objet d'une vaste campagne de promotion auprès des jeunes filles. Or, de nombreuses études scientifiques remettent en cause l'innocuité de ce vaccin. Au Japon, les autorités sanitaires ne recommandent plus de vacciner les jeunes filles. J'ai moi-même rencontré une jeune fille de 16 ans qui a été vaccinée et qui aujourd'hui à 16 ans est ménopausée. Bon, malheureusement, ce drame n'est pas unique et il y a des milliers de cas en France avec d'autres pathologies. Donc j'ai découvert que ce médicament avait reçu en urgence les autorisations de mise sur le marché sans que toutes les procédures soient respectées par un certain Xavier Bertrand, que vous connaissez bien dans la région Calais-Picardie, de France. Et donc Xavier Bertrand, qui était alors ministre de la Santé et qui a autorisé très vite ce garde d'asile avant de quitter son ministère, avec évidemment pour bénéficiaires les laboratoires Sanofi. Donc au nom du principe de précaution qui est reconnu dans notre Constitution, la France pourrait se saisir de l'article 36 du traité pour interdire un produit autorisé par l'Union. Mais évidemment, elle ne le fait pas. Et vous comprenez pourquoi il est urgent, là encore, de recouvrer notre souveraineté, mais aussi de changer les personnes qui l'exercent. Sur la sécurité alimentaire, maintenant, j'ai un combat qui m'est cher, c'est celui de la protection des abeilles. Elles tiennent, comme vous le savez, un rôle inestimable et irremplaçable dans l'écosystème. Plus de 80% de notre environnement végétal est pollinisé par les abeilles. Près de 40% de notre alimentation dépend exclusivement de l'action fécondatrice des abeilles. Et c'est aussi un secteur économique très important. En 1995, 5% des colonies d'abeilles françaises disparaissaient chaque année. Aujourd'hui, c'est plus de 30%. Et malgré cette hécatombe, la Commission européenne maintient l'autorisation des produits dangereux pour les abeilles et même leur autorisation. Alors, il y a quelques mois, je me suis rendu compte que la Commission européenne voulait réautoriser un produit très dangereux qui s'appelle le sulfoxaflor. C'est un néonicotine, en fait une nouvelle gamme de néonicotinoïdes qui avait été interdite aux États-Unis parce qu'elle avait tué des milliards d'abeilles. Donc je me suis saisie de la possibilité réglementaire qui m'était donnée d'essayer d'empêcher cette réautorisation. Donc j'ai fait ce qu'on appelle une objection et devinez, les socialistes et les républicains, enfin le groupe PPE et socialistes à l'Union européenne ont refusé mon objection et donc le produit continue à être autorisé dans l'Union européenne. Donc, quand les écologistes nationaux, notamment Barbara Pompili en tête et même Ségolène Royal, s'enorgueillissent aujourd'hui de vouloir interdire les néonicotinoïdes, ils ouvrent dans le même temps la porte à des produits encore plus dangereux. Parce qu'en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont interdire les néonicotinoïdes, ça c'est vrai, ils vont le faire, ils ont dit qu'ils les supprimeraient d'ici 2018. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle classe de néonicotinoïdes qui ne rentre pas dans la définition et qui est encore plus dangereux que l'ancienne. Donc il est urgent d'interdire ces produits, de protéger les abeilles, même si le coût et la disparition, ce que je voudrais dire, c'est que si ce n'est pas l'Europe qui fera ce geste, si nous ne retrouvons pas à nouveau notre souveraineté, les abeilles continueront à mourir. On a eu aussi un autre sujet très important, ce sont les OGM. Alors, la Commission européenne nous a soumis un projet qui était de ou autoriser la culture ou l'interdire.
Parlement européen a voté ce rapport. Sauf qu'on ne peut pas interdire l'importation des OGM. Où se trouve la logique? Il n'y en a pas. Alors il y a un pays qui a interdit les OGM, qui est la Hongrie. Elle a même essayé de lancer une alliance pour une Europe sans OGM, mais elle est aussi très consciente que les règles imposées par la Commission européenne rendent ces initiatives bien fragiles sans elle. Cela démontre aussi qu'il ne peut y avoir de défense de l'environnement, de sécurité alimentaire sans souveraineté juridique. Les normes que nous édictons doivent s'appliquer pour nos productions comme pour celles que nous importons. C'est seulement dans ce cadre-là que nos producteurs pourront respecter l'environnement sans être victimes économiquement de cette exigence. Les tentatives menées par les écologistes, notamment les Verts, qui sont internationalistes, d'unifier les normes au niveau européen mais aussi au niveau mondial, n'ont pas réussi à imposer dans les faits une économie plus responsable et plus durable. Donc cet échec n'est pas dû au manque de motivation ni à la non-pertinence des fins recherchées, mais aux moyens inadéquats utilisés. Le droit de libre circulation ne doit pas être supérieur au droit de la santé et à la sécurité de nos concitoyens. Donc concrètement, une fois que Marine sera présidente de la République, nous pourrons mettre en place une autre Europe, ou alors il faudra en sortir. Nous pourrons reconquérir tous les pans de notre souveraineté économique et monétaire, mais aussi alimentaire, énergétique et sanitaire. C'est indispensable car la France ne pourra redevenir puissante que si elle n'est pas soumise aux approvisionnements selon les bons vouloirs de nos alliés américains. On l'a vu d'ailleurs en Russie, Vladimir Poutine reconstruit lui-même ses filières agricoles. Au final, seuls les agriculteurs européens auront été affaiblis. Et à la veille d'un traité de libre-échange, 2 traités de libre-échange aujourd'hui qui sont à l'ordre du jour, le traité transatlantique et le traité de libre-échange avec le Canada, c'est bien utile à notre futur partenaire. Je vous rappellerai, donc c'est l'enjeu de ces traités de libre-échange avec le Canada ou encore traité transatlantique, où il s'agit de supprimer toutes les barrières tarifaires et non tarifaires entre les échanges. Et évidemment, l'harmonisation des normes environnementales et la mise en œuvre d'un tribunal d'arbitrage privé qui nous livrera pieds et poings liés aux intérêts des multinationales. C'est évidemment la fin de la démocratie. Alors je finirai, je crois que je peux finir là, je finirai par cette magnifique citation qu'on attribue à raison ou à tort à Saint-Exupéry. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants, et c'est tout le sens de mon combat pour la défense de l'environnement et pour la France. Bravo Sylvie, j'aime bien ta citation, effectivement. C'est vrai que c'est complètement fou de dire que l'Union européenne dise, en fait on dise, ce produit est dangereux, la France dit ce produit est dangereux, je ne veux pas que nos producteurs l'utilisent, et finalement on le retrouve dans les étals des supermarchés, des commerces, parce que l'Union européenne a une idéologie de libre commerce et de libre vente avant toute chose. Et on voit bien que là, c'est un problème. Et on voit le deuxième problème de l'Union européenne, qui est qu'en fait, les pays n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les interdictions, sur les façons de faire. Et finalement, on est bloqué et on n'avance pas. Voilà. Bien. Ah, donc c'est Eric Richard-Mose maintenant qui va nous parler de l'obsolescence programmée. Merci Philippe, merci Sylvie pour ton intervention. Un point en commun qu'on peut avoir dans ce qu'a dit Sylvie sur ce qui se passe au niveau européen, sur ce qui se passe au niveau du Parlement et au niveau de la Commission, c'est que pour l'agriculture, comme pour l'industrie et l'industrie manufacturière, la Commission européenne et le carcan européen est le meilleur ennemi de l'écologie, le meilleur ennemi de la nature et le plus grand frein à l'innovation et à l'éco-conception. Sur le sujet de l'obsolescence programmée, par exemple, il faut se rendre compte que énormément de normes pour savoir comment est-ce qu'on doit concevoir une chaise, quelle doit être la garantie d'une machine à laver, quelle doit être la garantie
d'un téléphone portable, d'un ordinateur, bref, quasiment tous les biens manufacturés, et notamment ceux qui ont un petit peu d'électronique dedans, tous ces produits-là, pour une grande partie d'entre eux, ont de la garantie. Et la garantie est une durée très faible. L'obsolescence programmée, beaucoup d'entre vous en ont probablement déjà entendu parler. Si vous êtes aujourd'hui à cette table pour une écologie patriote, il y a des grandes chances qu'une bonne partie d'entre vous soient des patriotes éclairés du point de vue de l'écologie. Et je me félicite qu'il y ait autant de personnes ici aujourd'hui et je vous en remercie d'être présents. Et donc, l'obsolescence programmée, c'est un concept qui est vieux comme le XXe siècle, qui a été beaucoup plus connu après la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous parler de l'exemple de Ford et de General Motors aux États-Unis au début du XXe siècle. Alors, Ford, au début du XXe siècle, a fait notamment sa fameuse Ford T, qui est très connue, qui est l'une des premières, la première automobile construite vraiment en grand volume. Donc c'était un modèle qui était standardisé, qui a été vendu pendant une vingtaine d'années, qui a très peu évolué pendant cette vingtaine d'années et qui était solide, robuste, qui tenait bien. L'objectif c'était d'avoir un véhicule fiable et qu'on puisse garder, qu'on puisse éventuellement transmettre et qui soit bon et qui fonctionne bien, bref, de la qualité. Ford a vendu beaucoup de ces voitures, mais au bout d'un moment ils avaient plus de mal à en vendre puisque une bonne partie de personnes qui pouvaient avoir les revenus pour en acheter avaient déjà acheté, et comme leur voiture était très fiable et durait très longtemps, eh bien toutes les personnes intéressées par cette voiture n'allaient pas en racheter puisqu'ils avaient déjà la même et ils avaient déjà cette même voiture qui roulait, donc il n'y avait pas de raison d'en changer. Et quelques années après, l'entreprise Ford a été concurrencée par un concurrent très sérieux. Ce concurrent très sérieux, c'est General Motors, avec ses différentes marques. C'est le même groupe mais avec différentes marques, avec différents designs, des voitures beaucoup plus tape à l'œil, beaucoup moins sobres que la Ford T qu'on pouvait choisir de n'importe quelle couleur à condition que ce soit la couleur noire. Et donc, toutes ces voitures General Motors étaient avec des designs qui changeaient beaucoup plus souvent, étaient beaucoup moins fiables, devaient être jetées au bout d'un certain nombre d'années, étaient difficilement réparables. Et petit à petit, ces voitures General Motors ont gagné des parts de marché face à Ford, puisque au fur et à mesure des années, les Ford passaient pour un peu ringards, puisque leur design ne changeait quasiment pas. Et du fait que ces nouvelles voitures avaient une espérance de vie beaucoup plus faible que celle de General Motors, ces nouvelles voitures étaient beaucoup plus souvent achetées, et du coup, ça s'en vendait beaucoup plus. Ça, c'est l'obsolescence programmée sur deux points. Le premier point, c'est l'obsolescence psychologique. Une entreprise qui fait évoluer ses designs, qui fait évoluer ses collections, qui vend des téléphones portables qui changent de numéro tous les 1 an et demi pour faire penser que les anciens c'est déjà archaïque, c'est déjà plus du tout d'actualité et ça doit être changé le plus rapidement possible. Cette obsolescence psychologique a pour objectif de faire en sorte qu'on rachète toujours plus souvent. Donc ça, tout ce qui est notamment pour ce qui est du textile, du prêt-à-porter, c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps, l'obsolescence psychologique. C'est de faire des modes qui par définition sont des choses qui se démodent, etc. etc. Ça, l'obsolescence psychologique, donc avec le marketing, le design, etc., il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, si les gens veulent changer, si les gens sont assez bêtes pour acheter des nouvelles choses alors que leurs machines ou leurs vêtements ou quoi conviennent très bien, j'ai envie de dire c'est leur problème. Par contre, il y a un deuxième type, un deuxième levier de cette obsolescence programmée, et ce deuxième levier, c'est l'obsolescence fonctionnelle, l'obsolescence physique. C'est votre imprimante qui, au bout de ça, vous avez probablement tous, ou une bonne partie d'entre vous, déjà entendu parler de ça, votre imprimante qui est programmée pour, au bout d'un certain nombre de copies ou au bout d'un certain nombre de mois, de jours ou d'années, va tomber en panne. Pas de bol, il y a très peu de pièces pour réparer. Quand vous voulez faire réparer votre machine à laver, quand vous voulez faire réparer votre imprimante, votre téléphone portable, ça vous coûte plus cher que d'en racheter un nouveau, et ainsi de suite. C'est-à-dire que les produits ne sont pas du tout conçus pour durer, ne sont pas du tout conçus pour être efficaces pour la tâche qu'on leur demande, ils sont conçus pour être vendus et si possible revendre au même client quelques années plus tard. Ce modèle-là, ce modèle hyper consumériste, ce modèle qui utilise énormément de matières premières, rares ou pas, mais même quand c'est pas rare, qui nécessite des transports, qui nécessite de l'énergie, tout ce modèle-là, ce modèle de l'instantanéité, c'est le modèle
au Front National et au collectif Nouvelle Écologie que nous refusons, aussi bien au Parlement européen que dans le collectif ou que chez nos députés nationaux. Tout ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, dans les règles de la consommation, des règles de la conception, que ce soit au niveau français ou européen, beaucoup de choses sont axées depuis quelques années sur la consommation d'énergie de telle machine à laver ou de tel logement, etc. Ce qui est une bonne chose, on ne va pas dire le contraire. Mais ce qui est très souvent oublié et pas assez mis en avant, c'est de savoir quelle est la position globale qu'a un produit, une machine à laver par exemple, entre le moment où elle est produite et le moment où elle ne fonctionne plus et où on la jette et où on la recycle quand c'est possible. Il n'y a rien qui est fait pour ça. C'est bien gentil de savoir si une machine à laver, pour faire une machine, utilise tant de litres d'eau et a besoin de tant d'énergie pour être chauffée cette eau. Mais si on veut avoir le tableau global et général de l'impact sur l'environnement, puisque c'est ça l'objectif qui est derrière, il faut se demander quelles sont les matières qui sont utilisées pour concevoir cette machine à laver. Il faut se demander quels sont les transports qui sont nécessaires. Est-ce que les composants ont fait 3 fois le tour de la Terre avant d'arriver dans votre buanderie? Il faut se demander combien de temps est-ce que cette machine va fonctionner. Parce qu'une machine qui a été produite de manière écologique, mais qui fonctionne 2 ans et qu'on doit être racheté 2 ans, c'est pas la peine. Et également si ça peut être recyclé. Tout ça n'est pas une fatalité, mais si on laisse faire les industriels de ces secteurs, ils auront évidemment intérêt à faire des produits jetables quasiment, de l'instantanéité, et ils sont là pour faire de l'argent. Par conséquent, c'est à l'État stratège et à l'État souverain, certainement pas à la Commission européenne, j'ai dit la corruption européenne, c'est un lapsus intéressant. C'est certainement pas à la Commission européenne, donc, qui, comme vous le savez, comme vous le sentez par mon lapsus, est sous influence d'énormément de lobbies industriels qui se fichent de savoir à quoi ressemblera la planète et la France dans quelques années, qui se fichent littéralement de savoir si tout ça finira dans le golfe de Guinée, si tout ça finira dans l'étang derrière chez vous. Ils se fichent complètement de tout ça. Ils sont là pour faire de l'argent et donc c'est donc à l'État stratège de mettre en place des règles. C'est pas toujours facile, mais on a des pistes. Des règles pour que la conception, ce qu'on appelle l'éco-conception, alors c'est un petit peu un mot comme ça à nouveau, mais c'est quelque chose de très important de se dire, ok, la consommation c'est une chose, mais quel est l'impact total écologique de ce bien de consommation? Et c'est vraiment quelque chose de très important. Il y a plusieurs pistes pour ça. Aujourd'hui, en France et en Union européenne, il y a énormément de produits de consommation qui doivent être légalement, que ce soit des voitures, que ce soit des machines, de l'électroménager ou autres, qui sont légalement, qui doivent être garantis 1 an ou 2 ans. Alors que pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas à augmenter ces durées? À partir du moment où une voiture doit être garantie X années, le constructeur, qui n'est pas bête, va se débrouiller pour qu'elle puisse durer sans souci toutes ces années-là. Il est donc indispensable pour l'électroménager et pour les voitures d'augmenter les durées légales de garantie et de s'assurer que les constructeurs jouent le jeu. Ça sera le cas pour les entreprises nationales, mais ça doit aussi être le cas pour les importations. Sinon, c'est comme pour l'agroalimentaire. S'imposer des règles à nous, mais permettre d'importer des choses qui sont faites n'importe comment et qui ne jouent pas le jeu, ça ne va pas. Tout ça, ça ne va pas se faire en 2 jours. Il faut des concertations avec les industriels du secteur, mais il ne faut pas fléchir sur tout ça. Il faut annoncer à l'avance pour qu'ils aient le temps de s'adapter au niveau de la recherche et du développement de ce qu'on veut faire. Alors, les industriels trouveront toujours que c'est quelque chose de problématique, qu'on les embête, etc. Mais au final, imposer l'excellence pour ce qui est produit et consommé en France par rapport à la durée de garantie, c'est sur le moyen terme et même sur le court terme, augmenter la valeur de la marque Made in France, puisqu'on dira, tiens, acheter français, c'est acheter costaud. Alors, il faut prévenir en amont les industriels de ça. Et on a aussi d'autres leviers, comme notamment les différentiels de TVA qui peuvent être employés pour les entreprises qui jouent le jeu de l'éco-conception. Également, pour ce qui est du protectionnisme intelligent et chirurgical, les constructeurs étrangers, on ne les fera pas changer en 2 secondes ce qu'ils veulent faire, mais c'est à l'État de mettre des taxes d'importation pour ceux qui font un dumping environnemental dans leur conception, et cela leur fera une forte incitation à mieux produire, tout le monde y sera gagnant,
Et cette incitation, elle permettra aussi à l'État de mettre en place, de financer des mesures pour recycler, pour réparer, etc. etc. Et évidemment, moi j'ai déménagé l'an dernier par exemple, j'ai meublé tout mon appartement avec des meubles qui viennent d'une recyclerie qui est juste à côté de chez moi, donc c'est le même concept qu'Emmaüs, c'est de la récupération, de la réparation, et c'est vraiment des choses qui sont à pousser, qui sont au cœur du modèle patriote, enraciné dans la vraie vie et dans la France, et de long terme que défend le Front National, de jouer cette durabilité. Et s'il y a vraiment une chose qu'il faut retenir par rapport à ce qu'on propose et ce que le Front National propose, c'est qu'il faut vraiment en finir avec le modèle de l'immédiateté. Nous, on est là pour préparer la France de demain, mais aussi d'après-demain, et de la France de dans un siècle et dans beaucoup plus longtemps. On est tous amoureux de notre pays, on veut que notre pays avance, on veut que nos emplois soient durables, on veut que notre nature soit protégée, et c'est pour ça que l'éco-conception et la conception de long terme, que ce soit Marine quand elle dirigera la France pour réfléchir à plusieurs décennies d'avance, doit être présente dans les choix industriels et dans les règles du jeu industriel pour tous les produits manufacturés. On peut toujours trouver des moyens financiers, avec des prêts de la Banque de France à 0%, etc. On peut toujours créer de la monnaie pour les besoins de l'écologie et de l'économie en général. C'est ce que faisait De Gaulle pendant toute la période, et c'est ce qui a permis de créer nos réseaux d'eau qui étaient hyper coûteux, et tous les réseaux qui ont été créés après la Seconde Guerre mondiale. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Alors pour finir, donc, je vais essayer de vous parler donc, de notre vision de l'écologie. Tout d'abord, c'est une écologie patriote. Évidemment, puisque nous sommes des patriotes, et d'abord, nous voulons nous occuper d'abord de la défense de l'environnement au niveau français. Parce que c'est au niveau de la France, nous sommes en démocratie, nous pouvons délibérer entre citoyens, prendre des décisions pour la France, ça ne pose pas de problème. Prendre des décisions, en revanche, pour la Chine, vous est absolument impossible. Vous pouvez décider, leur donner les meilleures idées du monde, c'est eux qui choisiront. Sur les grands problèmes mondiaux, effectivement, il y en a quelques-uns, comme le dérèglement climatique, donc faire cette transition énergétique pour éviter le problème du dérèglement climatique et la pénurie de carburant fossile qui arrivera à un moment donné. C'est par l'exemplarité et la coopération qu'on pourra y arriver. Si la France est exemplaire, montre le chemin, être exemplaire sans tuer notre industrie et notre compétitivité, sans l'abîmer. On verra comment. À ce moment-là, on peut entraîner d'autres pays derrière nous. Mais pas la subordination, parce que maintenant, aujourd'hui, c'est la Commission européenne qui donne ses ordres, comme l'expliquait Sylvie, tant dans les domaines des produits dangereux que dans le domaine de la transition énergétique. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe pas grand-chose, à part qu'on peut imposer des choses. Chaque pays a ses atouts. La Suède a plein de lacs, par exemple. Il peut faire plein de barrages pour stocker son énergie. Nous en avons beaucoup moins, et c'est beaucoup plus complexe. Chaque pays doit le faire, et à son rythme. En fait, nous sommes donc à l'opposé de l'écologie punitive, donc je vous dirai quelques mots. On a une vision d'écologie pragmatique, réaliste. Pas d'idéologie. L'écologie, c'est d'abord technique, des sujets techniques, et donc du travail. Pas d'idéologie qui nous permette derrière de prendre des décisions. Je vais vous donner un exemple. Un des grands sujets français actuels, c'est Notre-Dame-des-Landes, cet aéroport, faut-il le construire ou non? Vous avez deux visions. Vous ne regardez pas le dossier, vous dites non parce que ça détruit du bocage, ou vous regardez le dossier. Nous, c'est ce qu'on a fait, effectivement, et vous vous rendez compte que l'aéroport actuel, quand vous informez, en fait, c'est à peu près quelques millions de passagers, 4 ou 5 millions de passagers. Avec une seule piste, vous pouvez avoir 15 ou 20 millions de passagers. C'est ce que font Genève, San Diego et d'autres aéroports dans le monde. Et on peut même rajouter sans problème une autre piste à cet aéroport, il y a la place. Donc pour quelle raison détruire un aéroport ancien pour en construire un nouveau et saccager du bocage, alors qu'il convient très bien, qu'il est déjà construit, ça évite de dépenser 3,5 milliards d'euros de l'État et des collectivités locales. On voit que ça n'a aucun sens, surtout qu'en plus, la perle sur le sujet, c'est que Airbus a une usine à côté, l'utilise pour réceptionner des pièces d'avion, donc en fait il n'y aura pas un aéroport, c'est 2 aéroports Notre-Dame-des-Landes. Donc on voit que en travaillant, on voit tout de suite que cet aéroport n'a aucun sens, et je pense qu'on est bien plus capable que les Verts de défendre. On a eu moins la voix au chapitre, on a pu aller à Nantes se battre contre cet aéroport, on a eu moins la voix au chapitre, mais on est capable de le défendre avec des arguments simples et que tout le monde est capable de comprendre. Voilà. Contrairement aux zadistes.
En fait, l'intérêt général commande de ne pas le faire. Alors, effectivement, je voulais revenir un petit peu sur la vision de l'écologie que nous ont imposé les Verts et Europe Écologie Les Verts depuis des années. En fait, fondamentalement, il n'y a pas vraiment de proposition constructive. On ne vous propose pas une nouvelle voie avec un fonctionnement écologique qui irait bien avec l'économie, qui est faisable. On vous dit qu'il faut des énergies renouvelables, on ne parle jamais à quel prix. Sachant que l'énergie, c'est 2500 €, 3000 € par an par ménage, c'est des dépenses absolument considérables. Donc si vous doublez le prix de l'électricité, vous ponctionnez 3000 € d'achat, de pouvoir d'achat aux Français. C'est pas possible, évidemment. Et ça, ils vous en parlent jamais. Ça va être non au nucléaire, ça va être non aux automobilistes. Donc fini la voiture sans poser la question, alors qu'on peut très bien avoir des voitures propres. Et ça concilie l'économie, l'écologie, la liberté individuelle de chacun de pouvoir se déplacer. En plus, c'est pas démocratique puisqu'on vous interdit la voiture sans demander aux citoyens de façon sournoise depuis 20 ans. Ça va être aussi non aux chasseurs, qui sont pas du tout forcément les ennemis de la nature. Donc en fait, c'est une écologie censure, punitive. En fait, il y a la volonté d'expier ce que, effectivement, les erreurs écologistes qu'on a fait parfois sans le savoir, mais il n'y a pas de construction. C'est pas une politique raisonnable, évidemment, de s'adresser qu'à la censure. C'est pas attrayant de se plaindre comme cela uniquement depuis 20 ans, sans proposer, ça commence à fatiguer les Français, ce qui explique en fait d'ailleurs la disparition d'Europe Écologie Les Verts, alors que l'écologie est un thème central pour les Français. On le voit dans tous les sondages d'opinion. Alors nous, effectivement, notre slogan, c'est pour une écologie constructive. Et vous verrez que c'est pas qu'un slogan. C'est-à-dire, on veut que l'économie se marie avec l'écologie. Et non que l'écologie s'impose à l'économie d'une manière où elle finit par la détruire parce qu'on détruit notre compétitivité et on détruit nos moyens de produire. Ça veut dire donc trouver des solutions qui harmonisent les deux. Je vais vous donner effectivement un exemple. Les Verts, un exemple emblématique. Donc les Verts, aidés par le PS, veulent interdire les voitures. Nous, ce n'est pas notre objectif. Effectivement, on reconnaît que les voitures posent un problème de pollution. Les voitures à essence ou diesel posent un problème notamment de pollution aux particules fines. On sait que ça crée énormément de maladies et que ça cause beaucoup de décès. Mais effectivement, la voiture est vitale, vu la forme des villes, pour les déplacements, pour le travail, et que ça fait partie aussi des libertés individuelles qu'on ne veut pas supprimer. Aucunement. Donc l'objectif, ça va être de se passer le plus rapidement possible du carburant essence ou diesel pour passer aux deux formes possibles de voitures, qui sont les voitures électriques, qui sont pour le moment assez abouties, et les voitures à hydrogène et à pile à combustible. Et tout cela à un prix accessible. Alors cet objectif, il nécessite un État stratège déjà, qui va fixer des objectifs, qui va aider et coordonner toutes les initiatives privées. C'est pas l'État qui fait, mais c'est lui qui coordonne. Il représente la volonté de tous les citoyens que nous sommes. Sinon, si on laisse faire sans rien faire, ça va être mis en place dans 20 ou 30 ans. Et on n'a pas autant de temps que ça. Alors, si on analyse dans le détail, la technologie électrique, elle restera minoritaire malheureusement. Parce qu'en fait, vous avez un problème d'autonomie, une Zoé à 150 km d'autonomie, on peut le résoudre à l'avenir, potentiellement, mais c'est un problème quand même. Si à Paris, vous voulez remplacer en Ile-de-France les 8 millions de voitures qui circulent, il va falloir mettre 1 million de bornes dans Paris. Et en Ile-de-France, ça va être très compliqué, ça va coûter des fortunes, et surtout ça va poser des problèmes entre le moment de la transition entre voitures électriques, on va devoir réserver des places de parking pour qu'elles se branchent, et voitures à essence. Ça va être complètement ingérable. Et ne parlons pas de la route des vacances, où tout le monde va partir en même temps en vacances, et va vouloir brancher sa voiture au même moment. Et même s'ils pouvaient le faire, même, ça serait impossible parce que ça ferait sauter le réseau électrique. Toutes les voitures qui tirent en même temps sur le réseau, dans les mêmes endroits, sur les mêmes routes, le réseau électrique saute. Donc ça sera une technologie minoritaire qui est intéressante parce qu'elle est aboutie et elle est quasiment au même prix que les voitures classiques. Et elle est en train de l'atteindre. Donc elle est pour les gens qui ont déjà une maison et c'est une deuxième voiture avec laquelle on ne fait pas des grands trajets. La technologie mature, c'est important, c'est l'hydrogène et les voitures à pile à combustible. Donc cet hydrogène étant transformé en électricité dans des piles à combustible qui alimentent les voitures.
c'est la plus prometteuse. Il y a 3 voitures de série à l'heure actuelle. C'est marrant, les écologies ne vous en parlent pas, alors que c'est un sujet important. Il y a une Toyota Mirai, une Honda et une Hyundai. Malheureusement, il n'y a pas de voiture européenne et encore moins française. Pour le moment, elle est chère, donc ça fait peur puisqu'elle coûte 65 000 €. Mais pour quelle raison? Elles sont produites à quelques dizaines d'exemplaires par mois. Forcément, c'est impossible de produire à des coûts compétitifs dans ce cas-là et d'amortir la technologie. Si on les produit en grande série, le département de l'énergie américain certifie qu'on pourrait avoir des coûts complètement équivalents entre les voitures à pile à combustible et les voitures à essence diesel. Donc, elles existent, elles sont constructibles et elles peuvent être au même coût. Comment on va fabriquer cet hydrogène? Certainement pas à partir de pétrole. En fait, on va le fabriquer à partir du nucléaire, puisque la nuit, le nucléaire, on baisse un peu la production de centrales, puisqu'il y a moins de besoin. Ou alors, on envoie en Suisse, à des prix très faibles, cette énergie qu'ils stockent, eux, dans les barrages de montagne. On pourrait utiliser cette énergie nucléaire, qui a quasiment un coût marginal nul, pour produire de l'hydrogène qui derrière alimenteront nos voitures. Ça sera insuffisant, il faudra prendre aussi des énergies renouvelables qui produiront cet hydrogène juste en faisant de l'électrolyse de l'eau, en faisant passer de l'électricité dans l'eau, et à ce moment-là, on arrive à produire cet hydrogène avec donc l'éolien marin, le solaire et les autres énergies. Et on résout en plus dans le même moment, le problème d'intermittence des énergies renouvelables. Parce qu'effectivement, le solaire produit pas tout le temps, il produit plus en été qu'en hiver, l'éolien ne produit pas tout le temps, les autres énergies, c'est toujours le même problème. Donc on arrive à ce moment-là, en fait, à résoudre ce problème d'intermittence en mettant des centrales de production hydrogène. Mais on voit que ça nécessite un État stratège, une aide à la recherche appliquée pour aller vite, des commandes publiques au départ pour les petites séries d'essais et à la fin une date de rendez-vous. Ça c'est important, c'est-à-dire on discute avec les industriels, on peut l'appliquer dans plein de domaines et on dit voilà dans 4 ans, dans 5 ans, c'est la voiture à pile à combustible qui sera massivement favorisée fiscalement et on fera un grand basculement, ce qui permet une production de grande série, ce qui permet des coûts faibles et ce qui permet de gagner en fait énormément de temps et énormément de compétitivité pour l'industrie française. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce phénomène écologique, fondamentalement, vous le sentez tous au fond de vous, je veux dire, il est durable et il est inarrêtable. Donc autant être les premiers à le faire à des coûts compétitifs pour avoir une énergie, pour avoir une belle image de marque, mais surtout pour avoir une industrie puissante et des produits exportés, plutôt que d'en importer comme maintenant. Donc voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Alors on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais finir rapidement. Donc les grands sujets de l'écologie pour nous, qu'on va défendre, ça va être l'énergie et le dérèglement climatique, donc avec cette transition énergétique. Les problèmes de l'agriculture qui sont fondamentaux, avec le problème des pesticides, qui produisent des cancers et des pollutions, la pollution du milieu, les problèmes de biodiversité, il y a des phénomènes en cascade. Donc ça veut dire passer à une agriculture propre qui peut être qu'une chose de long terme. C'est un objectif à 20 ans pour passer toute notre agriculture au propre. Mais on peut le faire. Et notamment en utilisant le bio, la permaculture et toutes les nouvelles formes. L'autre problème qui est fondamental, c'est l'élevage ultra-industriel, c'est-à-dire que c'est ferme de 1000 vaches. Et qui, effectivement, ça nécessite un protectionnisme intelligent, parce qu'on peut produire à coût moins cher, mais en instrumentalisant les animaux, en transformant un agriculteur en ouvrier, avec des viandes avec beaucoup plus d'antibiotiques. Et les Américains savent faire ça 30% moins cher. Ils savent produire de la viande de bœuf 30% moins cher. Donc soit on laisse ouvrir les frontières et on laisse faire ça, et les Allemands font pareil, soit on trouve des mécanismes de protection des producteurs français, mais il faut être clair, et on taxe plus la viande ultra-industrielle pour empêcher ce développement-là. Des sujets moins importants mais fondamentaux, recyclage des déchets. Les déchets doivent devenir des ressources et on doit passer en écologie circulaire. Sachez que San Francisco arrive à recycler 80% des déchets qui sont produits et c'est complètement faisable. Il y a des villes françaises qui s'y essayent aussi. Donc ça veut dire aussi du recyclage, de l'éco-conception et la lutte contre l'obsolescence programmée. Enfin, les problèmes de qualité de l'air, biodiversité, mais qui découlent principalement des autres sujets. Voilà, donc j'aurais aimé parler plus d'agriculture, mais on n'aura pas le temps. Donc je vais finir. Donc la conclusion absolument nécessaire, c'est qu'on veut une écologie constructive. Montrer qu'il y a des solutions aux citoyens, que ça leur coûtera pas plus cher. Faire des propositions et travailler les dossiers.
surtout ne pas seulement se plaindre et râler et dire là il y a un problème, là il y a un problème. Là il y a un problème et on imagine qu'il y a des solutions comme ça. Voilà, et donc l'écologie, les circuits courts, la défense de l'environnement, la défense de nos traditions, de l'agriculture paysanne, le fabriqué en France, tout ça rentre complètement dans le programme du Front National. C'est pas quelque chose de satellite, ça doit rentrer au cœur et ça s'intègre parfaitement à nos idées politiques, à tous, nous, patriotes. Et ça a l'avantage de donner du sens, un sens au monde, de la pérennité et le sens de la transmission que nous avons tous. Voilà, donc je vous remercie. Alors juste un petit mot avant de prendre vos questions si vous en avez. Donc merci pour d'avoir assisté à cette conférence. Donc on a sorti une plaquette sur le collectif écologie et donc Gauthier Boucher que je remercie qui est là, qui a filmé la conférence, fait les photos est au stand du collectif. Nous aussi nous y passerons tout à l'heure. Et donc vous pouvez venir vous renseigner, discuter avec nous, etc. Voilà, donc maintenant, désolé d'avoir été long, on va faire quelques questions. Donc Alexia Geronimo, qui est notre responsable du collectif à Marseille, que je remercie, qui travaille sur les bouts rouges là-bas, va passer et prendre vos questions. Personnellement, j'habite à 1700 mètres de 4 éoliennes qui font 110 mètres de haut. C'est un sujet qui est un sujet sensible. C'est un sujet qui est un sujet sensible. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Ce que je peux vous dire, c'est que les listes Front National, Rassemblement Bleu-Marine aux dernières régionales se sont posées pour un moratoire au niveau national par rapport à tout ça. Mais c'est à la candidate, nous en tant que collectif, et M. Bozouko peut également faire des propositions pour Marine Le Pen. Nous en tant que collectif, et également avec nos députés européens comme Sylvie Godine qui est ici et qui est en pointe avec ses collègues sur les questions écologiques, nous avons vocation à faire une convention nationale qui aura lieu le 2 décembre, c'est-à-dire un an après la COP21, pour présenter nos propositions à Marine Le Pen, de manière à ce qu'elle puisse en intégrer, on espère, la plus grande partie, en tout cas en intégrer une partie. Ça sera au cas par cas, ça sera la candidate à la présidentielle qui choisira tout ça. Nous sommes aux estivales de Marine Le Pen, nous sommes là pour proposer. Et assurez-vous que pour cette question, comme pour toutes les autres questions, chacun, que ce soit des collectifs, que ce soit des CAP, que ce soit des conseillers, que ce soit des citoyens avertis qui souhaitent lui envoyer quelque chose, peuvent s'exprimer. Et on a encore 7 rentrées et 7 hivers pour proposer tout ça. Et ensuite, notre candidate que nous souhaitons à la présidentielle victorieuse pourra prendre les propositions qu'elle souhaite ou non. Et rassurez-vous, pour cette question comme pour toutes les autres questions, ça sera probablement début 2017, donc en janvier ou février, toutes les questions seront tranchées sur ce niveau-là. Par contre, j'avais aussi une question pour vous, M. Murer. La fabrication d'hydrogène, l'eau, c'est H2O. Et qu'est-ce qu'on fait de l'oxygène? Alors, effectivement, c'est derrière les centrales nucléaires ou les énergies renouvelables, on met donc des fabrications dans les départements d'hydrogène. D'ailleurs, ça a un immense avantage, c'est que ça divise par deux le coût des énergies renouvelables parce que ça permet de ne pas avoir à faire exploser la taille du réseau électrique. C'est fondamental. Donc, dans chaque département, on mettra au moins une centrale de fabrication. Donc, en fait, on fait passer du courant électrique dans l'eau, pour être simple, avec des électrodes. On a de l'H2 d'un côté, l'hydrogène qu'on stocke, et l'oxygène qui part dans l'air, quoi. Et ensuite, quand vos voitures électriques, l'hydrogène, vos voitures à hydrogène à pile à combustible, cet hydrogène se combine avec l'oxygène pour faire de l'eau dans les pots d'échappement. Donc on est dans un cycle complètement reproductible et qui pose aucun problème, quoi. Et nos voitures, effectivement, hydrogène, parfaitement propres, puisque ça rejette uniquement de l'eau. On fait une dernière question, et après, nous, on est disponible pour parler avec vous au stand ou ici, quoi. Oui, alors vous n'avez pas parlé de la pollution de la mer, de la protection de la mer, de la protection de nos zones de pêche pour une pêche renouvelable. Alors vous avez tout à fait raison. Il y a plein de sujets là-dessus, il y a des multiplications de petites réserves marines à certains endroits qui peuvent être intéressantes. Alexia, et en fait je vais proposer à Sylvie et Alexia d'y répondre, parce que Sylvie peut avoir des choses. D'ailleurs il y a un problème de pêche électrique dans le nord qui est utilisé, qui détruit tout
par les Hollandais, qui était expérimental. En fait, on met un câble électrique et on tue tout. Donc il y a un vrai sujet. Donc Sylvie en commission pêche, effectivement, et Alexia pourrait peut-être dire un mot. Oui, par exemple, cette possibilité de pêcher de manière avec des filets électriques, c'est complètement délirant. Normalement, c'est interdit, mais les Pays-Bas ont reçu la possibilité de le faire. Donc la règle n'est pas la même pour tous. Pardon ? Et la Commission européenne, Elle a laissé faire. Elle a laissé faire, elle a donné une autorisation pour ça. Expérimentale, mais c'est l'expérimentation qui prend de l'ampleur. Et pour les pêcheurs du Nord, c'est un vrai problème parce que effectivement, ils ne remontent pas tant de poissons que ça, mais ils tuent aussi tous les petits en bas. Donc c'est le vrai problème. Alors nous, dans les Bouches-du-Rhône, donc vous avez dû entendre le sujet d'Aldéo-Gardanne, donc qui ne rejette plus des boues rouges, mais un effluent toujours pollué. Donc l'antenne des Bouches-du-Rhône s'est attaquée à la question. Après, il y a diverses pollutions marines, effectivement. La problématique de pêche avec les quotas. C'est des travaux en cours, effectivement, mais la mer est très importante dans le domaine de l'écologie, bien entendu. Mais moi je trouve qu'il y a quand même un peu d'espoir. Vous voyez, quand vous baladez en plongée sous-marine, même à côté à Saint-Raphaël, j'y étais cet été, vous voyez plein de sortes de poissons qui avaient disparu depuis 30 ans. Quoi. Même depuis que j'étais tout petit, moi je les avais jamais vus. Donc des poissons méditerranéens. Donc il y a quand même des choses qui s'améliorent aussi. On a sauvé les thons rouges qui étaient menacés de disparition. Donc on sait faire des choses, il faut faire beaucoup mieux, mais on sait faire des choses, quoi. Et c'est jouable. Bon, je vous remercie. Donc on va clore cette conférence. Grand merci à vous tous et on est encore là pour discuter avec vous ici au collectif.